Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur 01 TV ou BFM Business à la radio, à la télé, vous faites bien. Un bon week-end bien sûr avec nous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'En route pour demain. Pauline Ducamp est à mes côtés bien sûr, salut Pauline. Salut François. Votre magazine dédié à toutes les mobilités avec au sommaire cette semaine. Eh bien nous allons parler carburant synthétique, est-ce qu'on va bientôt en mettre dans nos voitures? Les constructeurs allemands eux y réfléchissent et Julien Bonnet va tout nous raconter sur l'e-fuel. L'e-fuel. Et puis on parlera dashcam. Tiens, alors plein de questions. Faut-il installer une dashcam sur sa voiture? Comment ça fonctionne? On recevra l'un des leaders, Nextbase. Et puis alors Renault veut revenir en force sur le segment des SUV familiaux face au Peugeot 3008. Le nom du nouveau modèle c'est l'Austral et Julien Bonnet, encore lui, l'a déjà vu pour nous. Heureusement qu'il est là cette semaine. Et puis tiens, on parlera de reconditionnement de véhicules. On connaît les smartphones, les tablettes et les PC reconditionnés. Ça marche aussi avec les voitures et Steam Car notamment. Voilà, vous savez tout. Merci d'être là. C'est parti pour En route pour demain. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain avec Pauline Ducamp et François Sorel. Et donc, En route pour demain, vous le savez, c'est vraiment tous les sujets et toutes les problématiques liées aux mobilités d'aujourd'hui et puis de demain, sans doute aussi. Et on va parler, tiens, d'un nouveau carburant maintenant. Absolument, alors c'est une innovation technique puisque vous le savez, en 2035, la Commission européenne veut interdire les voitures thermiques. On ne pourra plus acheter que des voitures électriques, mais certains constructeurs font de la résistance et notamment les constructeurs allemands qui aimeraient bien qu'on continue à rouler avec des moteurs qui font du bruit, des vrais moteurs thermiques. Et pour ça, ils travaillent sur un carburant synthétique. Alors ça s'appelle l'e-fuel. Bonjour Julien. Bonjour François, Bonjour Julien Bonnet. Qu'est-ce que c'est que ce carburant synthétique, ce carburant de synthèse? Oui, globalement, tu l'as rappelé, le contexte autour du passage au 100% électrique envisagé en Europe à partir de 2035. Donc finalement, l'idée derrière cet e-fuel, c'est de se dire, plutôt que de changer de voiture, est-ce qu'on ne changerait pas tout simplement de carburant? Donc avec un carburant synthétique, si possible propre. Finalement, l'idée, c'est de pouvoir continuer à rouler avec nos motorisations thermiques. Donc un carburant de synthèse, pour résumer assez rapidement, c'est tout simplement un carburant obtenu sans pétrole via un procédé chimique à partir de matières premières contenant du carbone et de l'hydrogène. Donc pour le produire de manière propre, c'est quand même l'idée derrière. On peut par exemple recourir à de l'hydrogène vert. Donc on rappelle l'électrolyse pour séparer les molécules d'hydrogène des molécules d'oxygène contenues dans l'eau. Avec de l'électricité renouvelable, ça te fait de l'hydrogène vert et ou faiblement carboné avec du nucléaire, ça marche aussi. On est plutôt sur ce positionnement-là en France notamment. Et pour le CO2, on peut par exemple réutiliser les émissions de certains sites industriels en récupérant le dioxyde de carbone. Bon alors, mais ce e-fuel, Julien, c'est nouveau, cette histoire-là? Alors finalement, pas tant que ça, et c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire que des pays qui n'avaient pas accès à du pétrole, ils aient besoin, pour fabriquer du carburant, de fabriquer de l'essence, du pétrole de synthèse, pardon. Et donc il y a deux cas finalement que j'ai notés, c'est l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale et l'Afrique du Sud qui subissaient en fait des sanctions internationales suite à l'apartheid. Et donc dans ces deux cas, finalement on a fabriqué du pétrole de synthèse, mais cette fois-ci à l'époque à partir de charbon. La préoccupation n'était pas vraiment aux baisses d'émissions de CO2, et donc finalement l'idée, vraiment le gros changement aujourd'hui, c'est de vouloir en faire, mais de manière propre. Alors du coup, je suppose que là, maintenant, aujourd'hui, la recherche avance pour justement essayer de produire du carburant de synthèse, mais qui respecte aussi toutes les normes environnementales en vigueur en ce moment. Voilà, c'est complètement l'idée. En fait, dans l'automobile notamment, donc les Allemands s'y intéressent particulièrement. Et c'est d'ailleurs pas pour rien que le Jean-Baptiste Djebbari local, donc le ministre des Transports allemand, Volker Wissing, il a récemment mis sur la table de continuer à vendre des véhicules équipés de motorisation thermique après 2035, justement en développant ces e-fuels. Donc pour lui, on ne peut tout simplement pas compter uniquement sur l'électrique, sur batterie et sur l'hydrogène pour la mobilité du futur. Toujours la même raison, un peu le coût et les habitudes un peu des consommateurs. Et Porsche, donc c'est une marque qui a communiqué récemment sur le projet. Elle a annoncé en septembre dernier le début de la construction de la première usine au monde dédiée à la production d'un carburant de synthèse quasiment neutre en CO2 au Chili. Donc c'est un partenariat avec Siemens Energy, mais on retrouve aussi une société chilienne qui est impliquée, mais aussi
aussi un pétrolier comme ExxonMobil ou le spécialiste italien de l'énergie Enel. Donc l'usine pilote, elle est installée en Patagonie, elle doit produire 130 000 litres de cette essence synthétique dès cette année, et elle vise les 55 millions de litres en 2024 et 10 fois plus en 2026. Donc on arriverait quand même à des volumes assez conséquents. Et là, on surveillera ça cette année. Il y a une première utilisation qui est prévue dans le cadre du sport automobile avec des voitures participant à la Porsche Mobile One Super Cup qui feront le plein d'e-fuel. Donc une jolie vitrine en fait à l'image de ce qu'on voit en Formula I pour mettre en avant la motorisation électrique. Bon, alors Julien, la question qu'on se pose, c'est bien sympa tout ça, mais est-ce que c'est un carburant vraiment propre ? En fait, ça, c'est bien sûr la question. Donc, Porsche, ils mettent en avant une réduction de 90% des émissions de CO2 d'origine fossile pour les moteurs à combustion. Et en fait, l'idée, c'est qu'en s'affranchissant du pétrole pour fabriquer son essence, on peut finalement faire une sorte d'essence personnalisée, dédiée vraiment à l'automobile, où on se passerait des ingrédients non désirés. Donc, finalement, ça permettrait d'éviter de brûler des éléments comme du soufre, du benzène. Et là, déjà, on limite les émissions polluantes. Et en fait, l'idée aussi, c'est pas, on va pas avoir à produire des nouveaux moteurs thermiques. L'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre ce carburant. Oui, on garde la techno qu'on a aujourd'hui. C'est vraiment l'idée. Un peu comme peut-être l'ajout d'un boîtier électronique, comme on le fait avec l'éthanol. Même ça, pas. Ils n'en parlent pas vraiment pour l'instant. L'idée, c'est vraiment d'être plutôt neutre. Après, c'est vrai que si c'est un boîtier, on le voit avec le 85, ça se fait assez facilement. Mais pour revenir un peu à ce bilan en termes de pollution, il y a d'autres études qui sont plus sceptiques, notamment une de Transport et Environnement, donc l'ONG qui est assez célèbre pour avoir été à l'origine du déclenchement des révélations sur le Dieselgate. Et donc pour l'ONG, déjà côté CO2, le bilan est pas si bon que ce que dit Porsche. Ils parlent plutôt de réduction de 40% des émissions. Et finalement, si eux, ils prennent en compte tout le cycle de vie du produit, et dans ce cadre-là, finalement, la voiture électrique, elle reste plus vertueuse à partir de 60 000 km. Donc vraiment, si on prend tout le cycle de vie du produit, vraiment ce qu'on retrouve un petit peu, peut-être à une échelle un peu moindre avec les autres véhicules thermiques. Bon, mais alors Julien, juste en quelques mots, on voit il y a la question du bilan environnemental, mais on pense tous aussi à la facture qu'on paye de plus en plus cher à la pompe. Est-ce que ce carburant de synthèse, du coup, il va être moins cher ? Là aussi, pas vraiment. En fait, dans son étude, Transport et Environnement parle d'un carburant pour les riches, avec un surcoût qui est estimé à 10 000 euros sur 5 ans, si on compare avec une voiture 100% électrique. Donc, il ne donne pas la comparaison avec une voiture thermique classique. Mais finalement, j'ai trouvé aussi des estimations de futurs tarifs. En fait, actuellement, on a une production très faible. Donc, pour se rendre compte, on serait de l'ordre de 5 euros le litre. Donc, c'est vrai que ça rend, même aujourd'hui où on a des essences et du diesel qui s'approchent dangereusement du 2 euros le litre, là, 5 euros, ça relativise un peu. Et finalement, il y a eu une étude du pétrolier Aramco qui anticipait le prix avec un processus industriel beaucoup plus évolué, une production de masse. On arriverait à un coût d'1 euro le litre à horizon 2027-2030. Mais là encore, on parle bien du coût de production. Actuellement, le coût de fabrication d'un litre de samplon, c'est 0,67 euros. Donc, pour l'instant, il y a encore des progrès à faire. Mais après, il y a la fiscalité. C'est ça qu'il faudra peut-être voir pour adapter. Ouais. Voilà, donc on a le temps d'anticiper. Mais c'est vrai que c'est une piste intéressante, en tout cas, à explorer. Très bien, merci Julien pour ce e-fuel, c'est comme ça qu'on appelle. Absolument, le e-fuel. Voilà. Et vous restez avec nous, on poursuit évidemment ce En route pour demain pour parler de dashcam avec notre invité. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'invité. Et donc, on va s'intéresser à un petit objet qu'on voit de plus en plus, de manière commune, sur les pare-brises des véhicules. Ce sont les dashcams, Pauline. Absolument. Et nous recevons Pascal Chevalier, qui est directeur commercial Europe de Nextbase. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Pascal. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors Nextbase, c'est l'un des leaders mondiaux, le leader mondial même de la dashcam. Alors je vais rester un petit peu plus modeste. On est au moins leader européen. On domine largement ce marché-là en Europe continentale et au Royaume-Uni. Et donc vous nous en avez amené une qui est votre dernier modèle, je suppose. Alors c'est un modèle que j'avais présenté l'été 2020. En fait, j'étais venu pour en parler sur ce plateau l'été 2020. Oui. Elle sortait en décembre. J'avais pas eu l'occasion de la présenter. C'est un modèle qui est la 622 GW, donc un modèle 4K que je voulais vous montrer et profiter de cette opportunité puisque c'est notre fer de lance sur la gamme Nextbase. Qui permet notamment d'enregistrer dans des qualités de vidéo supérieures. Et alors en quelques mots, est-ce que justement pour nos auditeurs, vous pouvez nous rappeler comment ça fonctionne une dashcam, où on la met, à quoi ça sert pour un automobiliste ? Bien sûr. Donc en fait, la caméra se fixe sur le pare-brise, juste derrière le rétroviseur.
Vous aurez besoin d'une carte SD, d'une bonne capacité, 32, 64, 128 gigas. Plus elle sera grande, plus on va enregistrer une longueur de temps, en fait, c'est ça? Oui, et ça dépend aussi de la résolution du produit. Oui, si on filme en 1K, en 2K ou en 4K, effectivement, on n'a pas le même espace sur la carte SD. Et puis, en fait, elle va enregistrer des sections de vidéos d'1 minute, 2 minutes ou 3 minutes. C'est vous qui paramétrez ces informations-là dans le menu de la caméra, en continu. Et elle effacera automatiquement les anciens fichiers au profit des nouveaux, ne conservant que les fichiers qui auront été verrouillés par le capteur gyroscopique en cas de choc, de freinage brutal, d'accélération brutale, de mouvement du véhicule. Donc là, on a un petit verrou. Tout ce qui est un peu anormal finalement dans une conduite automobile, en fait. Exactement, tout ce qui n'est pas fluide et qui reflète effectivement quelque chose d'anormal. La caméra va le conserver, elle va le verrouiller, elle va le mettre de côté et ces fichiers ne seront pas effacés. Et alors ces fichiers, ils ont quelle valeur? Parce que c'est vrai, quand on parle des fois avec des avocats spécialistes du droit routier, ils disent la dashcam c'est bien parce qu'en cas d'accident on peut voir ce qui s'est passé, et puis c'est aussi à double tranchant parce que finalement on peut retrouver aussi des choses qui ne sont pas forcément en faveur du propriétaire de la dashcam. Du coup, comment on peut utiliser ces images? Quelle valeur juridique elles ont? Alors, utiliser les images, tout simplement, c'est pouvoir les transmettre, contextualiser un petit peu ce qui s'est passé sur la route quand on est victime d'un accident, qu'on soit en tort ou pas d'ailleurs, en réalité, pour en informer son assureur. Le constat amiable fait toujours foi. Mais la possibilité d'adresser effectivement une séquence vidéo qui contient des métadonnées, localisation, impact, force, vitesse, orientation, etc., c'est toujours un plus pour l'assureur en termes de compréhension. Après, en termes de valeur juridique, je dirais qu'au niveau de la loi, il n'y a que le juge qui peut définir si c'est vraiment suffisamment important, si l'accident est suffisamment grave pour exploiter ces vidéos, et donc à votre bénéfice ou malheureusement contre vous si vous êtes responsable de l'accident. Est-ce que c'est aujourd'hui un objet que beaucoup d'automobilistes français achètent aujourd'hui, la dashcam? Alors, on estime aujourd'hui en France qu'il y a à peu près 500 000 personnes qui sont équipées d'un dispositif d'enregistrement vidéo. Donc, ils sont différents, ils sont variés. On a du GPS avec caméra embarquée qui existait sur le marché. On a aussi des aides à la conduite. Des systèmes type Coyote, etc., avec caméra embarquée. On a également des applis sur smartphone qui font dashcam. Et on a également des produits qui sont 100% dashcam. Nous, on pense aujourd'hui que le marché français, c'est à peu près un quart de ce parc-là, donc des 500 000 unités qui équipent les conducteurs au quotidien dans les voitures. D'accord. Voilà. Alors, on a une croissance du marché qui est de l'ordre de 30 à 35% chaque année, en dépit de la Covid et des événements liés à la Covid. Donc, on n'avait pas la possibilité de rouler énormément à certaines périodes, etc. Maintenant, effectivement, en termes de croissance, c'est un marché qui devrait doubler et tripler chaque année normalement. Il y a des fonctions supplémentaires qui sont attendues, parce que c'est vrai que quand on pense en cas de choc, si elle enregistre le choc, ça veut dire qu'elle l'a détecté. Est-ce qu'il y a par exemple de la géolocalisation pour prévenir les secours, ce genre de petits plus qui peuvent être mis sur ce type d'objet? Alors effectivement, à partir de la gamme 322 GW chez nous, donc G voulant dire GPS et W Wi-Fi, on livre une application qui s'appelle MyNextBase Connect, qui interfère avec qui se connecte avec la dashcam et permet effectivement de souscrire gratuitement pendant 1 an à une fonction qui s'appelle Urgence SOS, Emergency SOS. Et en cas d'accident grave, si vous êtes inconscient, automatiquement un protocole se met en place et le smartphone appelle un numéro qui appelle donc notre intégrateur au niveau européen. Alors si vous êtes en France, on vous parlera français, mais si vous êtes en Allemagne ou vous voyagez dans des pays du Sud, on vous parlera également en français. L'important étant d'avoir pré-rempli un certain nombre d'informations liées au véhicule, à votre identité, éventuellement à votre santé, allergies, des choses comme ça. Et effectivement, le paquet d'informations comprend la localisation et la direction, ce qui fait que les services de secours peuvent intervenir plus rapidement et vous porter assistance mieux. Combien coûte ce type d'appareil aujourd'hui ? Alors on commence dans la gamme à partir de 69 € sur des produits d'entrée de gamme, tout simple. Et puis la 622, 300 €. Très bien, merci beaucoup Pascal Chevalier. Rappelons que vous êtes directeur commercial Europe donc de NextBase, ces petites dashcams
qu'on voit de plus en plus donc fleurir sur les pare-brises des automobilistes français. Et Pauline, il est temps d'enchaîner avec notre essai de cette semaine. Absolument, et donc on va essayer un véhicule Renault en fait, surtout le découvrir, parce qu'en fait le constructeur veut se faire une place face au Peugeot 3008 qui est la star du segment des SUV familiaux. Il arrive avec un nouveau modèle qui s'appelle l'Austral. Alors il sera hybride, on nous promet beaucoup de techno à l'intérieur, François, et c'est un sujet de Julien Bonnet et Olivier Mélan. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'essai. Renault dévoile aujourd'hui l'Austral, donc un SUV qui a pour vocation de remplacer le Kadjar, donc un modèle qui n'avait pas vraiment connu un grand succès, surtout si on compare aux champions de la catégorie en Europe, donc le Peugeot 3008 ou le Volkswagen T-Roc. Donc on retrouve un design beaucoup plus dynamique avec les nouveaux codes de Renault, le nouveau logo introduit par la nouvelle Mégane ou encore une calandre complètement redessinée. Avec une longueur de 4,51 m, il est un peu plus grand qu'un Kadjar et donc il a pour but d'occuper aussi le positionnement de véhicule familial au sein de la gamme de Renault. La grosse nouveauté, c'est aussi que Renault ne proposera pas de diesel sur ce véhicule. En effet, l'année dernière, les ventes d'hybrides, elles ont dépassé les ventes de diesel en Europe et donc Renault en tire les conclusions. Il ne proposera que des versions essence et toutes électrifiées. Donc ça commence par de la micro-hybridation 12 volts. Ça sera suivi aussi de la micro-hybridation 48 volts et enfin une version hybride non rechargeable, donc entre 160 et 200 chevaux, qui va chapeauter la gamme. À l'intérieur de ce nouvel Austral, on peut noter aussi beaucoup de changements. On retrouve finalement la planche de bord avec le combiné double écran fonctionnant sous Android Automotive qu'on retrouve dans la nouvelle Renault Mégane. Donc le sentiment finalement voulu par Renault, c'est de jouer à la fois sur l'effet cockpit. En tant que conducteur, je vais avoir vraiment les écrans tournés vers moi avec vraiment ce sentiment bien présent, mais également l'espace. On est dans un véhicule qui se veut familial. Il y a une banquette d'ailleurs coulissante à l'arrière qui va me permettre de faire varier le volume de coffre entre 530 et 575 litres. Et donc ça contribue vraiment à jouer sur ce double aspect dans ce nouvel Austral. La petite nouveauté en termes de design et d'ergonomie, c'est finalement cette console centrale avec cet appareil qui va me permettre de recharger mon téléphone en induction, mais je vais pouvoir également le faire coulisser et en fait ça va me servir de repose-poignet pour interagir plus facilement avec l'écran tactile ou de manière plus reposante. Un véhicule sur lequel Renault a de grandes ambitions, on en parle tout de suite avec Jean Chevènement, qui est directeur du programme Austral chez Renault. Le but de Renault, c'est de revenir en force dans le segment C. C'est un segment fondamental pour un constructeur automobile. Et finalement, après le retour grâce à Arcana et à Mégane E-Tech 100% électrique, nous venons aujourd'hui vous présenter le nouveau Renault Austral, qui est le troisième pilier finalement de ce retour dans le segment C. Alors sur nouveau Renault Austral, nous avons fait le choix de lancer le véhicule avec une gamme de moteurs 100% essence et 100% électrifié. Alors sur un moteur mild hybride 48 volts, nous pourrons espérer des consommations aux alentours de 5,3 litres au 100 km pour des émissions de CO2 d'environ 123 grammes, ce qui le rend très performant pour un moteur essence, y compris face à des moteurs diesel. Et sur les versions E-Tech 100% hybrides, nous atteindrons des consommations de l'ordre de 4,6 litres au 100 pour des émissions CO2 de l'ordre de 105 grammes. Sur ce nouvel Austral, Renault proposera également une finition Esprit Alpine. Donc ça, c'est vraiment la concrétisation de la fin de la griffe RS, à la fois pour les modèles sportifs, mais également RS Line, donc plutôt pour les détails design. Et donc on retrouvera sûrement sur d'autres modèles bientôt cet Esprit Alpine proposé. Donc on va retrouver notamment un petit drapeau bleu-blanc-rouge sur le siège ou encore des surpiqûres bleu-blanc-rouge. Donc vraiment plutôt un esprit design alpine avec également un comportement plus dynamique puisque par exemple les roues directrices arrière seront proposées de série sur cette finition plutôt haut de gamme. Renault prévoit de démarrer les livraisons de ce véhicule qui sera produit à l'usine de Palencia en Espagne à partir du deuxième semestre 2022. Côté tarif, on ne les connaît pas encore officiellement, mais il devrait démarrer à partir de 32 000 €. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, en région. Et nous allons aller donc en région. À Nantes. À Nantes, découvrir Steamcar avec notre invité qui est en visio. Il s'agit de Yann Brazeau, cofondateur donc de Steamcar. Bonjour Yann. Bonjour à vous. Et merci d'être avec nous donc à la fois sur BFM Business et 01 TV dans ce numéro d'En route pour demain. Alors Steamcar, si on a bien compris avec Pauline, on parlait tout à l'heure de cette mode du reconditionné. Vous êtes spécialisé dans la voiture, c'est ça ? Alors on est spécialisé dans le reconditionnement de véhicules d'occasion, précisément. Alors expliquez-nous comment ça fonctionne.
Alors, comment ça fonctionne? C'est donc aujourd'hui, donc Steamcar s'adresse aux professionnels, et donc les professionnels nous confient leurs véhicules d'occasion pour que on les expertise et qu'ensuite on les reconditionne, c'est-à-dire faire toutes les opérations de mécanique, de carrosserie, de prépa esthétique et de photo le plus rapidement possible. Voilà, donc on va expertiser le véhicule, relever l'intégralité des défauts, proposer les meilleures techniques de réparation sur chacun des défauts, et ensuite proposer à nos clients finalement de laisser certains défauts, parce que sur un véhicule d'occasion on ne refait pas tout, et puis enchaîner les tâches le plus rapidement possible. Donc c'est vraiment ce que viennent chercher aujourd'hui nos clients, donc l'expertise métier et ensuite la vitesse. Et aujourd'hui, c'est plutôt des véhicules type des utilitaires que vous expertisez ou plutôt des véhicules de commerciaux? C'est quoi le type de voiture sur lesquelles vous travaillez plus? Alors en fait, aujourd'hui, on reconditionne tout type de véhicules, alors que ce soit des véhicules utilitaires, que ce soit des véhicules particuliers, et aussi des véhicules. En fait, finalement, on va reconditionner des véhicules qui sont très récents et des véhicules qui sont très très kilométrés, jusqu'à 200 000 km. Et puis, on va reconditionner des véhicules prestigieux, parfois, sur certains sites, et puis des véhicules un peu plus classiques sur d'autres. Donc voilà, finalement, nous, on est capable aujourd'hui de proposer nos services, quel que soit le type de voiture qu'on nous confie. Alors, ce qui est intéressant, Yann, c'est que donc vous faites une espèce d'immense check-up des véhicules, hein, si j'ai bien compris, mais votre particularité, c'est que vous le faites très vite aussi. Exactement. En fait, alors, comment on réussit finalement à aller très vite? Il y a deux briques essentielles. Finalement, on a un modèle qui s'inspire beaucoup de l'industrie. Alors, on a la prétention de s'inspirer beaucoup de ce que fait Toyota sans réussir à le copier parfaitement. Mais ces techniques comme ça d'industrialisation, aujourd'hui, on les a appliquées au métier de la réparation. Et puis, il y a une deuxième brique qui est très importante, c'est la dimension informatique. On a développé un logiciel très puissant qui nous permet de proposer finalement à nos collaborateurs le meilleur scénario pour chacune des voitures, pour que les voitures, encore une fois, elles passent le plus vite à travers chacune des étapes. Et est-ce que ce logiciel, il fonctionne par exemple avec de l'intelligence artificielle pour qu'au fur et à mesure vous appreniez, parce que je suppose qu'il y a des défauts qu'on retrouve sur un certain nombre de véhicules, comment il fonctionne ce logiciel justement? Alors effectivement, aujourd'hui tout le monde parle d'intelligence artificielle. Nous, on va plutôt dire qu'on travaille sur des bases de données qui sont énormes. Et effectivement, la solution développée par l'équipe, elle, au plus on l'utilise, au plus elle apprend et au plus elle est capable de proposer des solutions parfaitement adaptées à nos ateliers. Donc oui, elle a cette capacité finalement à apprendre. L'outil, il a cette capacité à apprendre de l'utilisation qu'on en fait, mais on est plutôt sur la gestion de big data. On voit que très récemment, vous avez noué un partenariat avec Stellantis. Stellantis est devenu votre actionnaire majoritaire. Qu'est-ce que ça va changer pour vous dans le fonctionnement de Steamcar? Qu'est-ce que ça va vous permettre surtout comme développement futur? Bon, alors déjà, quand on a créé l'entreprise avec Jean-François, mon frère, on avait déjà l'ambition de proposer des services de Steamcar un peu partout en France et ailleurs. Donc, aujourd'hui, l'arrivée de Stellantis, finalement, nous donne les moyens de nos ambitions. Quand on veut attaquer un marché comme ça, il faut aller très vite. C'est-à-dire que là, il y a un time to market. C'est maintenant que ça se passe. Donc, on a prouvé qu'on savait faire tout seul. On a prouvé qu'on était capable de dupliquer seul. Bon, maintenant, pour accélérer, il y avait deux possibilités. Soit un fonds d'invest, soit un corporate. Et puis, il faut comprendre qu'il y a un certain nombre de corporates qui venaient toquer à la porte depuis un certain temps chez Steamcar. Et puis, très rapidement, on a passé du temps à écouter ce que Stellantis avait nous proposer. Puis, c'est devenu assez évident qu'il y avait des synergies plutôt fortes en termes de volume, en termes de capacité à se déployer, en termes de capacité à attaquer le marché européen, sur la fourniture de pièces. Enfin, il y a tellement de synergies. On s'est dit que c'était finalement le meilleur partenaire pour nous accompagner dans ce développement. Et donc, effectivement, il y a Stellantis qui est rentré au capital fin janvier,
Et voilà, et on est ravis parce qu'encore une fois, aujourd'hui, on a les moyens de nos ambitions et ça, c'est super chouette. Eh bien voilà, une belle réussite que Steamcar. Merci beaucoup Yann Brazeau d'avoir été avec nous en visio. Merci, avec depuis plaisir. Nantes, donc Steamcar pour terminer ce numéro d'En route pour demain. Pauline, bien sûr, on sera là la semaine prochaine. Absolument François, merci à tous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Bon week-end. Salut à tous.